Maman devient un fardeau. Il faudra bien la placer quelque part. Ces mots, prononcés d'une voix calme, presque administrative, ont traversé la porte du salon comme un coup de vent glacé. Je n'ai pas tout de suite compris. J'étais dans la cuisine, en train de ranger les tasses, et je me suis arrêtée net. Le silence qui a suivi m'a semblé interminable, si lourd qu'on aurait pu l'étendre sur la table comme une nappe. Je me suis appuyée contre le mur. Ma fille, Sophie, parlait au téléphone. Sa voix, que j'avais bercée autrefois, que j'avais consolée dans ces nuits de fièvre, discutait tranquillement de ce qu'il faudrait faire de moi. Placer. Le mot m'a frappé de plein fouet. Placer, comme on place un objet, un chien, un meuble devenu encombrant. J'ai senti quelque chose se détacher à l'intérieur, comme si un fil très ancien venait de se rompre. Je n'ai pas pleuré. Pas tout de suite. J'ai seulement regardé la bouilloire encore tiède, la vapeur s'échappait doucement. Une tasse de thé m'attendait, à moitié pleine, refroidie. Oubliée comme moi, le carrelage renvoyait la lumière grise de l'après-midi, et sur le buffet, la photo d'André, mon mari, semblait me regarder. Son sourire d'autrefois, celui qu'il avait quand il taillait les rosiers au printemps, m'a semblé à la fois lointain et vivant. J'ai murmuré. « Tu entends, André ? Ils veulent me placer. » J'ai pris une chaise et je me suis assise lentement. Je sentais mon cœur battre contre ma poitrine. Fort, régulier, comme s'il me rappelait « Tu es encore là, vivante. » Sur la table, il y avait mon petit carnet vert, celui où je note les courses, les souvenirs, les pensées. Je l'ai ouvert et j'ai écrit, d'une main encore tremblante. Aujourd'hui, j'ai compris que le jardin de ma vie ne fleurira plus ici. J'ai refermé le carnet. À ce moment précis, sans le savoir encore, je venais de commencer ma liberté. Je suis restée là, à écouter les bruits de la maison. Le frigo ronronnait, l'horloge battait lentement. Dans le salon, la voix de Sophie continuait, égale, détachée. Oui, elle mange de moins en moins. Et puis, toute seule dans cette grande maison, c'est dangereux. Un silence, puis... Non, je ne lui en ai pas encore parlé. Mais il faut le faire. C'est plus simple pour tout le monde. Simple. Je me suis mise à sourire. C'était donc ça, ma vie? Quelque chose qu'on simplifie? 40 années d'enseignement, 25 ans de mariage, un veuvage vécu avec dignité, réduits à un souci logistique. Je ne leur en voulais pas encore. Pas tout de suite. Je pensais juste. Ils ne savent pas ce que ces mots font à une mère. Je me suis levée. J'ai versé le thé dans l'évier, lentement, comme pour effacer la trace du moment. Puis je suis sortie dans le jardin. Le ciel était bas, le vent froid. Les hortensias étaient nues, les branches du lilas tordues par l'hiver. J'ai caressé la terre humide du bout des doigts. Je me suis dit que moi aussi, j'étais devenue comme ces fleurs, enracinées ici, mais invisibles pour ceux qui passent. Dans la haie, j'ai vu une mésange, minuscule, sautiller d'une branche à l'autre. Elle avait l'air libre. Je l'ai suivie du regard, jusqu'à ce qu'elle disparaisse au-dessus du mur. Et j'ai compris. Si je restais ici, c'est moi qui allais faner. Pas parce que j'étais vieille, mais parce que j'étais niais. Je suis rentrée, j'ai essuyé mes mains, j'ai rangé la vaisselle comme si de rien n'était. Sophie est entrée dans la cuisine quelques minutes plus tard, le téléphone à la main. « Maman, tu veux un peu de soupe ? » ?»« Non, merci, j'ai déjà pris. » Elle a hoché la tête, distraite, a consulté son écran, puis a ajouté « Tu sais, il faudra qu'on parle, un de ces jours. » « Pour ton confort. » J'ai souri. « Oui, bien sûr. » Elle ne s'est pas rendue compte que, dans cette phrase si calme, il n'y avait plus de mère docile. Il y avait une femme qui avait décidé de ne plus subir. Quand elle est sortie, j'ai repris mon carnet. Je l'ai ouvert à la page du jour et j'ai ajouté « Il croit qu'à 72 ans, on ne peut plus choisir. Mais à 72 ans, on peut encore partir. » Le soir, avant de me coucher, j'ai relu ces lignes plusieurs fois. Les mots me semblaient solides, presque apaisants. Je les ai laissés reposer sur la table de nuit, à côté de la photo d'André. La lampe diffusait une lumière douce. Dehors, le vent faisait claquer les volets. Je me suis allongée sans peur. Je savais que le lendemain, rien ne serait plus pareil. On avait voulu me placer, mais c'est moi qui allais me planter ailleurs. Et cette idée, si simple, m'a réchauffé le cœur. Avant de fermer les yeux, j'ai murmuré pour moi-même.
Demain, je reprends ma vie, même s'il ne reste qu'un jardin à semer. Quand on vieillit, on finit par vivre entouré de fantômes paisibles. Pas ceux qui effraient, non ceux qui veillent. Dans cette maison d'Angers, il y a encore l'odeur du café qu'André préparait chaque matin, la trace de ses pas dans le couloir, le rire de Sophie lorsqu'elle rentrait de l'école, les cahiers qu'elle posait sur la table de la cuisine. Chaque pièce a gardé sa mémoire. Moi, je m'y promène comme dans un musée vivant. Je me souviens de tout, des débuts avec André, quand nous étions jeunes et pauvres, mais pleins d'envie. J'étais institutrice dans une école publique à la périphérie d'Angers. J'aimais ce métier, cet instant où un enfant comprend enfin une phrase, un calcul, un mot nouveau. Je rentrais chaque soir fatiguée, mais heureuse. André, lui, travaillait à la poste. Il avait des mains solides, un rire franc, et cette patience rare des hommes qui savent écouter sans interrompre. Il m'attendait toujours au coin de la rue avec une baguette sous le bras. On rentrait ensemble, bras dessus, bras dessous, en parlant des petits riens du jour. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions nous. Le premier été après notre mariage, nous avons acheté ce terrain au bout de la rue de la Chalouère, un rectangle de terre nue, caillouteuse, où rien ne poussait encore. André m'avait dit en souriant, « Ce n'est pas un terrain, Claire. C'est une promesse. » Et il avait raison. Nous avons planté un lilas, 2 hortensias et un rosier blanc. Chaque printemps, c'était notre fête silencieuse. Sophie est née 3 ans plus tard, par une matinée de mai. Je me souviens de la lumière qui entrait par la fenêtre de la maternité, douce et dorée, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Je l'ai serrée contre moi, minuscule, chaude, parfaite. Je me suis promis qu'elle ne manquerait jamais d'amour, ni de racines. Et je crois avoir tenu parole du moins, longtemps. Les années ont filé, rythmées par les saisons du jardin et les bulletins scolaires. Sophie grandissait vite, curieuse, vive, un peu têtue. André disait toujours « Elle a ton caractère, ma Claire ». Et moi je répondais « Alors elle saura tenir debout ». C'était notre fierté, notre avenir. Le soir, quand la petite dormait, André lisait le journal et moi je préparais les leçons du lendemain. Il me disait souvent « Tu travailles trop ». Et je répondais « Toi aussi, tu distribues trop de lettres ». Alors il riait. C'était notre langage des reproches tendres pour cacher la gratitude. Quand André est tombé malade, tout a basculé doucement, sans drame, comme une chandelle qui s'éteint. Le médecin parlait bas. Sophie faisait semblant de ne pas comprendre. Moi, je continuais à sourire, à cuisiner, à arroser les hortensias, mais la maison avait changé d'odeur. Plus de café le matin, plus de rire dans le couloir. Je l'ai accompagné jusqu'au bout, à l'hôpital, la main dans la main. Ses dernières paroles, je les entends encore. « Claire, promets-moi de continuer à vivre ici. Pas seulement à rester. » J'ai promis. Les premières années sans lui ont été un brouillard. Je continuais à enseigner encore un peu, puis j'ai pris ma retraite. J'avais 62 ans. Le jardin, lui, était devenu mon refuge. Je passais mes journées à tailler, repiquer, arroser, parler aux fleurs comme à des amis. Elle, au moins, répondait par la couleur. J'avais trouvé un équilibre, la solitude tranquille. Sophie venait souvent au début. Elle apportait les enfants, parlait fort, rangeait les placards sans me demander. Elle disait « Maman, tu devrais vendre cette maison. Trop grande, trop vieille pour toi. » Je souriais. On ne vend pas sa mémoire, ma chérie. On l'habite. Mais les années ont effacé quelque chose entre nous. Peut être la distance. Peut être la fatigue de vivre. Sophie a divorcé, a refait sa vie à Nantes. Elle téléphonait moins. Les visites se sont espacées, puis raréfiées. Moi, je m'accrochais à ces passages brefs, aux photos envoyées par message, à quelques mots écrits sur des cartes postales. Bisous de Bretagne, maman. Je les rangeais dans une boîte en fer, avec les lettres d'André. Le soir, je dînais seule, face au jardin. Je me disais que ce n'était pas si grave. Après tout, chaque génération finit par s'éloigner de l'autre. Mais parfois, le silence me pesait. Alors je ressortais mon carnet vert, celui d'André, et j'y notais « Ce qui reste quand tout s'efface, c'est la fidélité à ce qu'on a planté ». Les hortensias continuaient de fleurir, obstinées, fidèles à leurs promesses. Moi aussi je tenais bon. Jusqu'à ce jour où j'ai entendu cette phrase « Il faudra bien la placer quelque part ».
Et soudain, tout ce passé lumineux m'a semblé s'effriter entre mes doigts, comme si les années d'amour, d'effort, de tendresse n'avaient plus de poids. Mais au fond, je le sais aujourd'hui, rien ne s'efface vraiment. Les racines demeurent, même quand la terre craque. Et parfois, il faut qu'un mot cruel tombe comme la pluie d'hiver pour que germe une nouvelle saison. Tout a commencé par des détails, des gestes minuscules, des phrases anodines, presque tendres. C'est toujours ainsi que les choses se défont, par le doux. Sophie disait « Maman, donne-moi la clé de la maison, c'est plus sûr. On ne sait jamais. Si tu la perds, je lui ai tendu le trousseau sans réfléchir. C'était logique après tout, une précaution. Mais le soir, en voulant ouvrir la porte du jardin, j'ai senti le vide au creux de ma main. Ce petit bruit métallique, familier, me manquait déjà. J'ai noté dans mon carnet vert. Aujourd'hui, j'ai donné mes clés pour la sécurité. Je me sens moins chez moi, puis il y a eu la banque. Un mardi de février, Sophie m'a proposé de simplifier mes comptes. Ce serait plus pratique, tu sais, si je pouvais avoir une procuration. Comme ça, en cas de souci, je peux payer les factures. Elle souriait, sa voix douce, persuasive. Je l'ai regardé ma fille, mon sang, et j'ai senti une ombre passer. Je lui ai répondu « Pour l'instant, je n'ai pas de souci. » Elle a haussé les épaules, agacée. « Maman, tu ne comprends pas. C'est juste de la prévoyance. » J'ai murmuré. « La prévoyance, c'est d'avoir confiance, pas de tout confier. » Elle a soupiré. Le lendemain, j'ai reçu un appel de la banque. « Votre fille nous a demandé des informations pour la procuration. » J'ai refusé poliment. Et j'ai noté, encore, ne jamais signer sous prétexte d'amour. Les humiliations, ensuite, sont devenues domestiques. Sophie venait le week-end. Entrait sans sonner, elle avait la clé maintenant. Elle déplaçait les meubles, rangeait mes papiers, jetait des boîtes de thé trop vieilles. Elle disait « Il faut désencombrer un peu, maman. Tu gardes trop de choses. » Moi, je regardais ses gestes précis, rapides, qui effaçaient ma vie centimètre par centimètre. Chaque objet avait une histoire. La théière d'André, la nappe brodée par ma mère, le pot en terre qu'un élève m'avait offert. Mais pour elle, tout cela était vieux. Je devenais, peu à peu, la gardienne inutile d'un passé sans valeur. Un dimanche, elle est venue avec ses enfants. J'étais heureuse. J'avais préparé un gâteau, mis des fleurs fraîches, mais les petits sont restés scotchés à leurs écrans. Et Sophie m'a dit devant eux « Maman, tu devrais arrêter de cuisiner, c'est fatigant. » Puis, se tournant vers sa fille, « Dis bonjour à mamie, mais ne mange pas trop de sucre. Tu sais comment elle fait ses gâteaux. » J'ai souri. J'ai servi quand même. Mais la part de gâteau est restée entière dans l'assiette. Le soir, quand la maison s'est vidée, j'ai rangé les tasses. Lentement, j'ai noté. Les humiliations d'aujourd'hui sont sucrées. Elles se dissolvent lentement dans le thé froid. Peu à peu, elle a commencé à s'occuper de tout. Mes factures, mes rendez-vous médicaux, mes assurances. Je ne décidais plus rien, sous prétexte qu'elle m'aidait. Elle m'appelait. « Maman, j'ai pris rendez-vous chez ton médecin, mardi, 10 heures. » « Ah bon ? » Je n'étais pas au courant. C'est pour ton bien, toujours pour mon bien. J'ai fini par me demander si mon bien m'appartenait encore. Un soir, j'ai entendu, à travers la porte du salon, sa voix basse, sérieuse. Elle parlait à son mari. Maman perd un peu la tête. Elle oublie des choses. Elle se répète. Il faut que je fasse quelque chose. J'ai eu envie d'ouvrir la porte, de crier. Je n'oublie rien, c'est vous qui m'effacez. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis assise, j'ai pris mon carnet, et j'ai noté l'heure, 19h43. Ma fille a commencé à douter de ma lucidité. Je n'en douterai jamais. Cette phrase m'a fait du bien. C'était comme si, en l'écrivant, je reprenais possession d'une petite partie de moi-même. Depuis ce jour-là, j'ai décidé d'observer, de ne plus discuter, mais de tout enregistrer. Les mots, les gestes, les dates. Comme à l'école, quand je notais les progrès d'un élève. Sauf qu'ici, c'était moi, l'élève. Et la leçon, c'était comment on apprend à disparaître doucement. Il y a eu d'autres scènes, plus discrètes encore. Une fois, elle a rangé mes ordonnances dans un tiroir pour ne pas les perdre. Une autre, elle a fait venir un agent immobilier juste pour estimer la maison. Chaque fois, j'ai souri, j'ai acquiescé. Mais à l'intérieur,
quelque chose grandissait, une colère calme, froide, nécessaire. La colère des choses justes, celle qu'on ne crie pas, qu'on polite, qu'on transforme en clarté. Un soir d'avril, alors qu'elle rangeait les papiers de la banque, j'ai demandé doucement « Tu me fais encore confiance, ma chérie ?» Elle a répondu, sans lever les yeux. « Bien sûr, maman, mais il faut que tu m'écoutes. Tu n'es plus toute jeune. » Cette phrase, dite sans méchanceté apparente, m'a glacée. Elle ne disait plus « Tu es ma mère ». Elle disait « Tu es vieille ». C'était la bascule. J'ai noté. Quand une fille cesse de voir sa mère et ne voit plus qu'une vieille femme, c'est qu'elle a oublié d'où elle vient. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai relu toutes mes notes, toutes ces petites humiliations empilées, comme des cailloux. Et au milieu de la nuit, j'ai compris, les murs de ma maison n'étaient plus à moi, mais mes mots, eux, l'étaient encore. C'est là que l'idée m'est venue, celle de me reconstruire ailleurs. Mais pas encore. D'abord, il fallait se taire, regarder, préparer, car la dignité, je le savais, se cultive comme une graine, dans le silence et dans la patience. Ce matin-là, le facteur a sonné comme d'habitude. J'ai ouvert la porte, il m'a tendu une grande enveloppe beige, un peu épaisse, avec mon nom écrit d'une écriture que je ne reconnaissais pas. Je n'attendais rien. Plus personne ne m'écrit depuis longtemps. Je me suis assise à la table, j'ai pris mes lunettes et j'ai ouvert soigneusement. À l'intérieur, il y avait 2 choses. Une brochure glacée avec des photos de bâtiments flambant neufs, le Clos du Lierre, résidence pour seniors autonomes, et, pliée en 2, une feuille blanche portant le logo de ma banque. Une procuration bancaire, signée déjà du côté de ma fille. De mon côté, vide. Je suis restée longtemps à regarder les 2 papiers, sans bouger. Le mot « autonome » m'a fait sourire, amèrement. Ils appellent ça « autonomie ». C'est lieu où l'on décide à quelle heure vous mangez, où l'on éteint vos lampes à 22 heures. Et la procuration? Cette petite feuille blanche, si propre, si tranquille. Une simple signature. Et je n'aurai plus rien à moi, ni maison, ni compte, ni dignité. Aucune lettre jointe, aucun mot d'explication. Juste ces 2 documents, comme un futur déjà écrit sans moi. Je me suis levée, j'ai pris mon carnet vert et j'ai noté calmement « Réception d'une enveloppe anonyme, Dix Sept. Contient brochure Le Clos du Lierre et procuration bancaire. Aucune lettre d'accompagnement. Preuve numéro 1. » Puis je suis restée là, les mains posées sur la table, à écouter la maison respirer. La pendule battait lentement, et dehors, le vent remuait les branches du lilas. Je crois que c'est à ce moment précis que j'ai cessé d'avoir peur. La peur s'use, comme tout le reste. Elle laisse place à quelque chose de plus fort. La lucidité. Vers midi, Sophie est arrivée. Elle a poussé la porte, son sac à main en bandoulière, son air pressé. « Maman, tu as reçu l'enveloppe ?» Sa voix était neutre, presque trop calme. Je l'ai regardée sans répondre. Elle a posé son manteau, a sorti la brochure. « Regarde, c'est joli, non ? Il y a un grand jardin, une salle de lecture, même un atelier de peinture. » J'ai souri, doucement. « Et la feuille de la banque, c'est pour décorer aussi ?» Elle a eu un léger sursaut, comme une élève prise en faute. « Oh, ça, c'est juste pour faciliter les démarches. Tu sais, quand tu seras installé là-bas, ce sera plus simple. » Simple. Toujours ce mot. Je l'ai regardé longtemps, en silence. Puis j'ai dit, « Tu penses que je suis devenue un dossier, ma fille? Une affaire à classer, à transférer, à clôturer ?» Elle a baissé les yeux. « Maman, ne dramatise pas. Ce n'est pas une décision, c'est une proposition. Une proposition sans question, sans appel, sans regard. » Elle a voulu rire, désamorcer. « Tu sais, beaucoup de gens de ton âge seraient ravis d'aller là-bas. » Je me suis levée, calmement, et j'ai répondu, « Alors, qu'ils y aillent. Moi, je reste où je suis. » Je lui ai rendu la brochure, la procuration, et j'ai ajouté, « Tu peux garder ces papiers. Moi, je garde la mémoire. » Son visage s'est durci. « Tu ne te rends pas compte, maman, je fais ça pour toi. » « Non, ma fille, tu fais ça pour te libérer de moi. » Elle n'a rien trouvé à répondre. Elle a remis les papiers dans son sac, d'un geste sec, et elle est partie sans m'embrasser. La porte a claqué doucement, comme un point final. Je suis restée seule, debout, face à la fenêtre.
Dehors, le jardin semblait minuscule. Les hortensias n'avaient pas encore fleuri, mais je voyais déjà la promesse du bleu. J'ai respiré profondément, et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti une forme de paix. Pas celle de la résignation, non, celle du commencement. Le soir, j'ai ouvert de nouveau le carnet. J'ai écrit. On m'a enlevé la clé. Maintenant, on veut ma signature. Mais ma main n'est pas à vendre. Ces mots m'ont tenu éveillée toute la nuit. Je me suis revue, jeune institutrice, enseignant à mes élèves la valeur d'un mot écrit, la puissance d'un nom signé. Une signature, c'est une identité. Et aujourd'hui, il voulait que je signe ma disparition. Je n'ai pas dormi. Je me suis levée vers 4 heures du matin, j'ai fait chauffer du lait, et j'ai réfléchi. À ce moment-là, quelque chose en moi a basculé du côté du droit. Pas du ressentiment, non, du droit. Je me suis souvenu de Maître Garel, le notaire d'André, un homme calme, juste, qui m'avait aidé autrefois à rédiger le testament de mon mari. Je me suis promis d'aller le voir, pas pour me plaindre, mais pour comprendre, car je savais une chose. Celui qui comprend le langage des papiers reprend le pouvoir. Le lendemain matin, j'ai rangé l'enveloppe dans un tiroir, entre mes factures et mes lettres d'André. J'ai noté dessus, en lettres capitales, dossier, vérité. Puis je suis allée dans le jardin. Le soleil se levait lentement, la rosée brillait sur l'herbe. J'ai senti la terre sous mes doigts, fraîche, fidèle. Et j'ai pensé, ils peuvent m'enlever mes clés, mes comptes, ma maison, mais jamais ma terre, ni ma mémoire. Le vent a soufflé dans les branches du lilas, comme un murmure d'approbation. J'ai refermé la porte derrière moi, et pour la première fois, je ne me suis plus sentie victime. J'étais témoin de ma propre histoire, prête à la documenter, à la défendre, à la signer moi-même. Ce jour-là, sans le savoir encore, je venais de planter la première graine de ma revanche. Les nuits sont devenues longues, plus longues que les jours. Depuis l'histoire de la procuration, le sommeil s'est retiré de ma chambre comme un vieil ami fatigué. Je me couche, j'éteins la lampe, mais à peine mes yeux se ferment que les pensées s'allument. Alors, je me lève, je marche dans la maison, en chaussons, sans bruit. Chaque pas résonne doucement sur le parquet. Je passe devant les cadres, les livres, les tasses. Tout semble m'observer, silencieux, complice. Je m'assieds souvent près de la fenêtre, face au jardin. Même la nuit, on devine ses formes. Les hortensias ont perdu leur couleur, mais la terre brille sous la lune. Je pense à André. S'il était là, il me dirait « Claire, le silence n'est pas une faiblesse. C'est un espace où tu reprends ton souffle. » Et je crois qu'il aurait raison. Je me revois, dans ma classe d'autrefois, corrigeant les cahiers d'élèves, répétant les verbes. Je suis, tu es, il est. Aujourd'hui, je pourrais leur apprendre un autre verbe, se taire. Non pas pour subir, mais pour comprendre. Le silence, c'est une grammaire du courage. On ne s'y cache pas, on s'y reconstruit. Je repense à mes élèves, à leurs regards avides, à leurs questions. Si je devais encore enseigner, je leur dirais ceci. La soumission n'est pas la gentillesse. C'est une manière de s'effacer soi-même. Moi, je ne veux plus m'effacer. Je veux simplement choisir ma place, pas celle qu'on m'impose. Les jours suivants, j'ai arrêté de répondre aux appels de Sophie. Je laissais sonner, calmement. Je savais que, tôt ou tard, elle comprendrait que mon silence n'était pas une faiblesse. Mais je ne voulais plus discuter, argumenter, justifier. Chaque mot échangé devenait un piège. Chaque phrase, une corde. Alors j'ai choisi le mutisme. Et ce mutisme-là, paradoxalement, m'a redonné une voix intérieure. J'ai recommencé à écrire chaque matin. Pas des plaintes, non, des idées, des esquisses. Un matin, sur la nappe en toile cirée, j'ai tracé au crayon un dessin maladroit, un rectangle, divisé en petits carrés, des chemins entre les arbres, une table sous une tonnelle. Au-dessus, j'ai écrit « Le jardin des aînés ». Je ne savais pas encore ce que cela serait, mais je voyais la scène très clairement, des femmes âgées, libres, vivantes, riant dans la lumière du matin. Pas des pensionnaires, des amis, des femmes qui décident encore, qui jardinent, qui cuisinent, qui lisent, qui parlent sans qu'on leur dise « Attention, vous êtes fragile ». Je voulais créer ce lieu pas seulement pour moi, mais pour toutes celles qu'on place. Oui, ce verbe-là désormais me brûlait.
On ne place pas une femme qui a porté, aimé, travaillé, enseigné, enterré, espéré. On l'écoute. On lui laisse sa clé, sa tasse, son droit de décider. Je passais des heures à réfléchir à cette idée. Je faisais des croquis, des listes, espaces communs, potager, bibliothèque, chambre individuelle, atelier couture. Et plus j'écrivais, plus je sentais que quelque chose renaissait en moi, une forme de feu lent, discipliné. Je ne voulais plus seulement survivre, mais créer. Et ce projet, d'abord minuscule, est devenu mon abri mental. Les voisins, qui me voyaient dans le jardin à l'aube, pensaient que je perdais la tête. Mais non. Je la retrouvais. Chaque matin, je notais la température, l'état des fleurs, la couleur du ciel, et le soir, je collais dans mon carnet des petits bouts de brochures, des croquis, des notes. Je bâtissais mon avenir avec du papier et des crayons, comme une élève appliquée. Un soir, alors que la pluie tombait doucement, j'ai ouvert le tiroir où dormait la fameuse enveloppe. Je l'ai regardée longtemps. Puis j'ai dit tout haut, « Tu m'as fait mal, toi. Mais tu m'as réveillé. » Et j'ai ri. Un rire calme, presque tendre. Ce soir-là, j'ai ajouté dans mon carnet une phrase que j'ai soulignée 2 fois. Je ne répondrai plus par les mots, mais par les actes. À partir de ce jour, tout est devenu clair. Je ne cherchais plus à me défendre. Je préparais. Je me formais intérieurement à une autre forme de résistance, celle de la méthode. Le lendemain, j'ai sorti une vieille boîte en fer, celle qui contenait autrefois les lettres d'André. Je l'ai nettoyée, j'y ai mis l'enveloppe, la brochure, la procuration, les copies de mes comptes, les photos du jardin, et sur le couvercle, j'ai collé une étiquette. Dossier, liberté. Ce mot-là, liberté, avait un goût de terre humide et de ciel bleu. Je savais désormais que rien ne serait plus comme avant. Je ne voulais plus convaincre, ni supplier. Je voulais construire, et je savais que le jour où je signerais à nouveau un document, ce serait un acte de renaissance, pas d'abandon. Cette nuit-là, j'ai enfin dormi. Pas longtemps, mais profondément. Et dans mon rêve, j'étais dans un grand jardin ensoleillé. Il y avait des femmes partout, assises sur des bancs, qui riaient en buvant du thé. Je les reconnaissais sans les connaître. Elles me disaient simplement « Bienvenue chez toi, Claire ». Je me suis réveillée en souriant, l'aube entrait doucement dans la pièce. Et j'ai compris, ma guerre serait silencieuse, mais lumineuse. Parce que le silence, quand il est choisi, devient une forme d'écriture. Quand j'ai pris la décision d'agir, tout est devenu étonnamment clair. Je n'étais plus la vieille femme désemparée d'il y a quelques semaines. J'étais redevenue celle que j'avais été autrefois, la maîtresse d'école méthodique, organisée, qui sait aligner les mots, les preuves, les démarches. J'avais enfin une direction, et cette direction s'appelait liberté. La première chose que j'ai faite, c'est retrouver le numéro de Maître Garel, le notaire d'André, un homme d'une 50aine d'années à l'époque, discret, humain. Je ne savais pas s'il exerçait encore. J'ai hésité un long moment avant de composer le numéro. Quand j'ai entendu sa voix, la même, posée, un peu fatiguée, j'ai eu envie de pleurer. « Maître Garel, c'est Claire Delaunay, la veuve d'André. Vous vous souvenez? Bien sûr, Madame Delaunay. Comment allez-vous? Je vais reprendre ma vie, et j'aurai besoin de vos lumières. » Il a ri doucement. « Alors je vous attends, comme toujours. » Le lendemain, je suis allée à son étude, rue des Lys. L'odeur de cire et de papier ancien m'a saisie dès l'entrée. Tout était exactement comme dans mes souvenirs. Sur le mur, les diplômes encadrés. Sur la table, les dossiers soigneusement empilés. Je me suis assise face à lui, les mains jointes sur mon sac. « Dites-moi, Madame Delaunay, que puis-je pour vous ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Je veux organiser ma liberté. Légalement, sans bruit. » Il a souri, intrigué. « Voilà une belle phrase. Commençons. » Pendant 2 heures, nous avons parlé. Je lui ai tout expliqué sans colère, sans larmes. L'enveloppe, la procuration, la résidence pour senior, l'ingérence de ma fille. Il m'a écouté en silence, prenant quelques notes. Puis il a dit « Vous êtes encore parfaitement lucide, Madame Delaunay. Vous avez le droit de tout gérer vous-même et le devoir de vous protéger. » Ces mots m'ont fait un bien immense. Il a pris un nouveau dossier, a inscrit sur la chemise « Plan clair D ». Puis il m'a proposé 3 étapes.
Modifier mon testament pour garantir que mes biens soient gérés selon ma volonté seule. Ouvrir un compte distinct, à mon nom exclusif, dans une autre agence. Organiser la vente de ma maison par l'intermédiaire de son étude, sous mandat discret, afin d'éviter toute intervention extérieure. Je l'ai laissé faire, fasciné par sa précision. Chaque phrase qu'il écrivait sur son ordinateur sonnait comme une protection. Quand il a imprimé les premiers documents, il a levé les yeux vers moi. « Vous êtes en train d'écrire une nouvelle page, Madame Delaney. » Et moi, j'ai répondu calmement. « Oui. Cette fois, c'est moi qui signe le début, pas la fin. » Les semaines suivantes ont été une danse silencieuse entre moi et l'administration. Je me levais tôt, j'allais à la banque, à la poste, à la mairie, toujours seule, toujours polie, toujours précise. J'ai ouvert un nouveau compte à la caisse de mutualité, au nom de Claire A. Delaney, la lettre A d'André, comme un clin d'œil. J'ai transféré mes économies, doucement, sans jamais dépasser les seuils qui attirent l'attention. J'ai vendu quelques objets, trié les papiers, vidé les tiroirs. Chaque chose trouvait sa place dans une boîte étiquetée. À garder, à transmettre, à oublier. Je ne disais rien à Sophie. Elle croyait que je me repliais sur moi-même. En réalité, je tissais ma sortie, fil après fil. Un matin, j'ai signé, dans le bureau du notaire, la promesse de vente de ma maison. C'était étrange. Je n'ai pas pleuré. Cette maison avait abrité mon passé, mais elle ne contenait plus mon avenir. Je savais qu'elle serait bientôt vide, mais moi, je ne le serais plus. Maître Garel a refermé la chemise, a tamponné les papiers, puis m'a tendu la main. « Alors, où allez-vous maintenant ?» J'ai souri. « Je ne vais pas, maître. Je plante. » Quelques semaines plus tard, j'ai trouvé, grâce à une petite annonce, un terrain à vendre en périphérie d'Angers. Un ancien verger, jouxtant un vieux couvent désaffecté. Le prix était raisonnable. La terre fertile, le silence parfait. Quand je l'ai visité, j'ai su. Le vent sentait la menthe et la pluie. Et au loin, j'entendais des cloches. Je me suis dit, c'est ici que je renaîtrai. Le notaire a conclu l'achat en mon nom. Personne n'a été mis au courant. Sur le plan cadastral, il a simplement noté « Propriété Delaunay, usage personnel ». Mais dans mon cœur, c'était bien plus que ça. C'était une déclaration d'existence. J'ai commencé à dessiner des plans, à imaginer des allées, des cabanes, des bancs, un potager partagé. Et j'ai écrit sur la première page d'un nouveau carnet. Projet. Le jardin des aînés. Lieu de vie, pas de repos. Lieu de choix, pas de refuge. Lieu de renaissance. Le soir, je rentrais encore dans mon ancienne maison, qui semblait déjà étrangère. Je la regardais sans regret, comme on salue une époque qui s'achève. Je savais que, bientôt, j'enverrais les clés au notaire, et que, ce jour-là, je ne perdrais rien. J'allais simplement reprendre ma vie, là où elle s'était arrêtée. Avant de me coucher, j'ai écrit cette phrase que j'ai entourée de 3 traits rouges. Je ne me ferai pas placer, je me planterai ici. Ces mots étaient ma promesse, mon testament vivant, ma racine nouvelle. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi sans cauchemar, car je savais que quelque part, dans le silence d'un vieux verger, une femme âgée était en train de redevenir libre. C'est arrivé un jeudi matin. Le ciel était pâle, le jardin presque nu, et moi, j'attendais. Je savais qu'elle viendrait. Quand on déplace une pièce sans prévenir, la joueuse d'en face finit toujours par s'en apercevoir. Le téléphone a sonné vers 9 heures. « Maman, j'ai reçu une lettre de la mairie. On parle d'une vente? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Sa voix tremblait. Je n'ai rien nié. « Oui, ma chérie, la maison est vendue. » Un silence. Puis l'explosion. « Vendue? Sans me prévenir? Sans te prévenir, comme toi, quand tu voulais me placer. » Elle a raccroché sans un mot. Je suis restée debout dans la cuisine, le combiné encore chaud dans la main. Je savais qu'elle allait venir. Et elle est venue. Moins d'1 heure plus tard, furieuse haletante, ses clés toujours dans la serrure qu'elle croyait sienne. Elle a claqué la porte. Ses yeux lançaient des éclairs. « Tu te rends compte? Sans m'avertir, sans m'en parler. Mais qu'est-ce que tu fais, enfin ?» Je l'ai regardée calmement. « Je fais exactement ce que tu voulais faire pour moi, mais à ma manière, je prends les devants. » Elle a jeté son sac sur la table. « Tu n'as pas le droit. Cette maison est la mienne,
ai-je coupé doucement, et j'en ai encore la pleine propriété. Mais enfin, pourquoi? Tu veux aller où? Tu n'as plus de lieu pour vivre. Si, j'en ai un. Tu ne le connais pas encore. Elle m'a fixé, incrédule. C'est insensé. Tu es perdue, maman. Tu ne réalises pas ce que tu fais. Je me suis approchée d'elle, lentement. J'ai sorti une chemise grise de mon sac, l'ai ouverte, et j'ai déposé sur la table une copie du contrat de vente, signé et tamponné par Maître Garel. Le cachet bleu brillait sous la lumière. Tout est en ordre, ai-je dit calmement. Tu as vraiment vendu? Oui, devant notaire. Mais pourquoi? Pour rester debout. Elle a pris les papiers, les a feuilletés, les mains tremblantes. Je la voyais, ma fille, cette femme que j'avais portée, nourrie, instruite, soudain désarmée par quelques feuillets de vérité. C'était étrange, presque cruel, mais d'une justice absolue. Tu veux me punir, c'est ça? Non, Sophie. Je veux juste que tu me regardes comme une personne, pas comme un dossier. Elle a détourné le regard. Tu aurais pu m'en parler. Comme toi, quand tu m'as envoyé la brochure du Clos du Lierre. Elle a rougi. Le silence est tombé entre nous, lourd, dense. Je n'ai rien ajouté. Je savais qu'à cet instant, chaque mot de plus deviendrait inutile. Elle s'est assise, les bras croisés, furieuse et impuissante à la fois. Je lui ai tendu une autre feuille, la copie du testament actualisé. Regarde, tout est prévu. Rien ne t'est retiré. Rien n'est caché. Mais tout est clair. Et moi, dans tout ça, toi, tu restes ma fille. Mais tu ne décides plus pour moi. Elle a éclaté. C'est ridicule. À ton âge, tu crois encore recommencer ta vie? Non, ai-je dit doucement. Je ne recommence pas. Je continue. Elle a soupiré, s'est levée brusquement, a pris son manteau. Je ne te comprends plus, maman. Je l'ai regardée partir, sans colère, sans regret. Ce n'est pas grave, Sophie, moi je me comprends enfin. La porte s'est refermée doucement. J'ai entendu sa voiture s'éloigner. Je suis restée seule, debout, au milieu du salon presque vide. Les murs semblaient plus clairs, plus légers. Je n'avais plus peur du vide. Le vide, désormais, m'appartenait. Je me suis avancée jusqu'à la fenêtre. Le jardin, lui, n'avait pas changé. Mais dans un coin, près du muret, le vieux pied de glycine d'André continuait à s'accrocher à la pierre. Je suis sortie, j'ai pris une petite pelle et j'ai prélevé un jeune rameau. Je l'ai enveloppé dans un chiffon humide, puis glissé dans mon sac. C'était tout ce que j'allais emporter de cette maison. Mon carnet et cette glycine. Quand je suis remontée, j'ai regardé une dernière fois chaque pièce. Le salon où Sophie avait fêté ses 10 ans, la cuisine où André lisait son journal, la chambre où j'avais appris la solitude. Rien ne me faisait mal. Chaque souvenir semblait me bénir, comme pour me dire « Tu peux partir maintenant ?» Avant de sortir, j'ai laissé sur la table un mot, écrit d'une main ferme. « Merci pour tout. Je vais bien. Ne cherche pas à comprendre. Cherche à te souvenir. » Puis j'ai refermé la porte, lentement, jusqu'au dernier claque du verrou. Et, en tournant la clé pour la dernière fois, j'ai ressenti une paix presque physique. Je ne quittais pas une maison. Je reprenais possession de moi-même. Sur le trottoir, le vent d'avril caressait mon visage. Le ciel s'ouvrait. Je me suis dit, le piège s'est refermé, mais pas sur moi. Et j'ai marché vers ma nouvelle vie, légère, avec dans mon sac la branche de glycine et mon carnet mes seules preuves d'existence, mes seules armes de justice. Les semaines qui ont suivi mon départ ont eu la couleur du silence. Un silence neuf, pur, presque musical. Je n'avais plus de maison, plus d'adresse à défendre, plus de fille au bout du fil. Et pourtant, je me sentais étonnamment entière. Sophie ne m'a pas rappelé. Pas un mot, pas une lettre. Le fil s'est rompu net. Au début, cela m'a brûlé comme une blessure. Puis, peu à peu, la douleur s'est changée en calme, le calme de ceux qui ont cessé d'attendre. Je crois qu'il faut parfois qu'une famille se brise pour que la vérité puisse enfin respirer. Le terrain que j'avais acheté m'attendait, nu, vaste, parfumé d'herbes et de promesses. Un ancien verger, oublié depuis des années, bordé par un vieux mur en pierre, à 2 pas d'un couvent désaffecté dont les vitraux brisés laissaient passer la lumière comme des éclats de vie. C'est là que j'ai posé ma valise, ma pelle, mon carnet et ma branche de glycine. Les premiers jours ont été durs, il n'y avait rien, pas d'eau courante,
pas d'électricité, juste la terre, le vent et le chant des oiseaux. Mais j'avais cette impression étrange d'être enfin à la bonne place, au début d'un livre qu'on écrit sans savoir encore le titre. Je travaillais lentement, je défrichais, je plantais. Le soir, je mangeais du pain, un morceau de fromage, et je regardais le soleil tomber derrière le clocher. J'étais seule, mais pas vide. Un matin, une femme est apparue au bout du chemin. Petite, vive, les cheveux blancs tirés en chignon, un vieux pull sur le dos. Elle tenait une canne et un panier plein de pommes. « Vous êtes la nouvelle propriétaire ?» « Oui. » On disait que personne n'aurait le courage de reprendre ce bout de terre. Elle a souri. « Vous me faites mentir. » Elle s'appelait Madeleine, 84 ans. Ancienne infirmière. Elle habitait à 3 rues, seule elle aussi, depuis la mort de son mari. Elle revenait le lendemain, puis le surlendemain. Elle m'aidait à arracher les ronces, à bêcher la terre. Elle parlait peu, mais quand elle riait, tout le verger semblait reprendre vie. Un jour, elle m'a dit « Vous savez, on devrait être plusieurs ici. On vivrait mieux à plusieurs que chacune dans nos silences. » L'idée a germé aussitôt. Une semaine plus tard, Madeleine m'a présenté Jeanne, 79 ans, ancienne couturière, menue, les doigts encore agiles comme des oiseaux, et Louise, 68 ans, veuve, le visage doux, toujours coiffée d'un foulard coloré. Toutes trois avaient connu la solitude, la mise à l'écart, les enfants lointains, les pensions trop petites, la peur de déranger. Je leur ai parlé de mon projet. Je veux créer un lieu pour nous. Pas une maison de retraite, non. Un jardin vivant. Jeanne a ri. Un endroit où on peut encore planter ses mains dans la terre? Exactement. Louise a ajouté. Et où on peut encore rire sans qu'on nous dise « Attention à votre tension ». On a ri toutes les 4. Et sans le savoir, le jardin des aînés venait de naître. Nous avons commencé à construire, avec nos moyens, nos bras et notre volonté. Un voisin nous a prêté une brouette, un autre un vieux tuyau d'arrosage. Jeanne cousait des rideaux de fortune, Madeleine soignait nos courbatures avec des ongles en maison, Louise faisait le café dans une casserole cabossée. Petit à petit, le lieu s'est transformé. Des planches de bois sont devenues des bancs, les palettes, des jardinières, et le vieux puits, un point de rencontre. Nous avons planté les premiers légumes ensemble, des haricots, des tomates, des courgettes, et dans un coin, j'ai replanté ma glycine, celle d'André. Elle a repris, lentement, comme si elle reconnaissait la terre. Chaque matin, je la saluais en disant « Tu vois, on ne m'a pas placée. Je me suis plantée. » Les jours passaient, rythmés par la lumière. Nous partagions les repas sous une tonnelle improvisée, en parlant de nos vies. Je découvrais des femmes extraordinaires. Madeleine, qui avait tenu des mains jusqu'au dernier souffle. Jeanne, qui avait cousu des robes de mariée pour tout un village. Louise, qui savait faire rire même la pluie. Elles n'étaient pas vieilles. Elles étaient vivantes, fortes et libres à nouveau. Peu à peu, d'autres femmes ont entendu parler de nous. Des voisines, des amies, des veuves, des divorcées, des oubliées. Elles venaient, timides, curieuses. Nous les accueillions avec du thé, un sourire, une chaise en bois. Et bientôt, nous étions 12. 12 femmes, 12 histoires, 12 renaissances. Chacune avait apporté quelque chose. Un plat, une chanson, une photo, une blessure. Le jardin est devenu un refuge de dignité. Le soir, quand le soleil s'en allait, nous restions là, assises, à regarder la lumière changer sur les murs du couvent abandonné. On se racontait nos vies, nos colères, nos amours perdus. Et souvent, quelqu'un finissait par dire « Tu te rends compte ? On nous croyait finis. » Alors, on riait. Un rire franc, clair, presque enfantin. Un jour, Madeleine m'a prise par la main. « Tu sais, Claire, tu as créé quelque chose de rare. Ici, on ne meurt pas. On recommence. » Ces mots m'ont bouleversée. Je les ai écrits dans mon carnet. On croit protéger les vieilles femmes en les enfermant, mais il suffit de leur rendre un jardin pour qu'elles redeviennent le monde. Ce soir-là, j'ai levé les yeux vers le ciel. Je n'avais plus ni fille, ni maison, ni rôle imposé. Mais j'avais retrouvé ce que je croyais perdu. Une famille de lumière, choisie, tissée de respect et de rire. Et pour la première fois depuis des années, j'ai remercié la vie même pour ses trahisons. Parce que sans elle, je ne serais jamais arrivée ici,
au cœur du jardin des aînés, là où les femmes vieillissent debout. 1 an. Il a suffi d'1 an pour que la terre change de visage, et moi, avec elle. Au printemps, le jardin des aînés s'est couvert de couleurs. Les iris ont ouvert la marche, suivis des coquelicots et des marguerites. Les légumes poussaient en rang sage, tomates, courgettes, haricots, et dans l'air flottait une odeur de thym et de café chaud. Chaque matin, le même rituel. Madeleine préparait le café, Jeanne attachait son tablier, Louise chantonnait. Et moi je riais. Oui, je riais. Je ne riais plus depuis des années. Mais ici, le rire ne faisait pas de bruit. Il faisait de la place. Notre petit jardin était devenu un monde à part. Les enfants du village venaient y passer les après-midi. On leur apprenait à planter, à arroser, à attendre. Les graines, c'est comme les gens, disait Madeleine. Elles ont besoin de confiance. Les plus petits repartaient les mains pleines de terre et les joues roses. Et le dimanche, des jeunes de la fac de médecine venaient faire du bénévolat. Ils prenaient l'attention des dames, aidaient à porter les sacs de compost, mais surtout, ils écoutaient. Je voyais dans leurs yeux une forme d'admiration tranquille, celle qu'on a devant ce qui résiste au temps. Peu à peu, le jardin est devenu un lieu de passage. Les voisins s'y arrêtaient pour boire un café, des artistes du coin y faisaient des croquis. Un journaliste local a même publié un petit article. À Angers, des femmes âgées cultivent leur liberté. Nous avons ri en lisant le titre. Âgée peut être, a dit Jeanne, mais cultivée, sûrement. Chaque soir, je m'asseyais sur le banc près de la glycine. Elle avait repris de la vigueur. Les fleurs descendaient en cascades violettes. Je pensais souvent à André. Il aurait aimé voir ça. 12 femmes en tablier, riant comme des gamines autour d'une bassine pleine de tomates. Je lui parlais parfois, à voix basse. Tu vois, mon amour, j'ai tenu parole. J'habite encore la vie. Le carnet vert ne me quittait jamais. J'y notais nos récoltes, nos dépenses, nos souvenirs, nos fous rires. C'était devenu notre registre de vérité. Je savais qu'un jour, quelqu'un le lirait peu, être pour comprendre comment un simple jardin avait réparé 12 destins. Un matin de juillet, alors que je coupais la menthe, le facteur est arrivé avec un grand sourire. Madame Delaunay, encore une admiratrice. Il m'a tendu une enveloppe blanche, sans timbre électronique, écrite à la main. L'écriture, fine, légèrement penchée, m'a serré le cœur, celle d'un enfant. Je me suis assise à l'ombre, j'ai ouvert doucement. À l'intérieur, un dessin coloré, un grand jardin plein de fleurs, 12 femmes autour d'une table, un soleil énorme au-dessus. Et en bas, ces mots tracés au feutre rose. Mamie, ton jardin est magique. Signé, Élise, ma petite fille, celle que je n'avais pas vue depuis 2 ans. J'ai posé la lettre sur mes genoux, tout tournait doucement en moi le passé. La colère, l'amour. Je crois que j'ai pleuré, mais sans tristesse. Des larmes claires, légères, comme celles qu'on verse quand on comprend enfin que tout ce qu'on a semé a fini par pousser, même loin. Le soir, je suis allée chercher un vieux cadre en bois, j'ai glissé le dessin dedans et je l'ai accroché dans notre salle commune, juste au-dessus du tableau où nous notons les récoltes. Je voulais que toutes le voient, parce qu'il n'était pas seulement pour moi, il était pour nous toutes. Pour toutes les femmes qu'on avait voulu ranger dans un coin, et qui, ici, faisaient encore fleurir le monde. Madeleine, en voyant le dessin, a dit simplement « C'est une bénédiction », et Jeanne a ajouté « Un sourire dans la voix, une preuve que nos racines vont plus loin qu'on croit ». Le lendemain, j'ai écrit dans mon carnet « On croit qu'on vieillit seul, mais quand on ose planter une idée, elle finit toujours par donner des fruits pour les autres. » Les jours d'été suivaient, lents et lumineux. Nous organisions des repas sous la tonnelle. Salade de tomates, pain chaud, vin rosé, chansons à voix rauque. Les enfants venaient souvent danser entre les chaises. Parfois, au coucher du soleil, je restais seule un moment pour écouter le vent passer dans les feuilles. Ce vent-là ne parlait plus de perte ni de peur. Il parlait de paix. Un soir d'août, alors que le ciel prenait cette teinte or que j'aime tant, Louise a dit « Tu crois qu'on va vieillir ici, Claire ?» Je lui ai répondu « Non, Louise, on ne vieillit plus, on continue à vivre. » Et toutes ont ri, doucement, comme si la phrase venait de là-haut. Il m'arrive encore de penser à Sophie. Je ne lui en veux plus. Je comprends qu'elle avait peur. Peur de me voir fragile. Peur d'avoir à s'occuper de moi.
peur de sa propre vieillesse. Je lui ai écrit une courte lettre. Je vais bien. Mon jardin aussi. Il y a de la place pour toi si un jour tu veux venir boire un café. Je ne sais pas si elle viendra, mais ce n'est pas grave. Ce que je cherchais n'était pas le pardon des autres, c'était le mien. Ce soir, la glycine embaume jusqu'à la porte. Je ferme mon carnet. Je regarde les femmes qui rangent la table, les enfants qui rient encore dans le chemin. Et je me dis simplement, je n'ai pas gagné contre quelqu'un. J'ai gagné avec moi-même. Le soir tombe doucement sur le jardin. La lumière glisse sur les fleurs, dorées, tièdes, presque liquides. L'air sent la menthe, la lavande et un peu la terre humide. Je suis assise sur le vieux banc en bois, le carnet ouvert sur mes genoux. Le vent soulève les pages, comme s'il voulait les lire. Je regarde autour de moi, les femmes rangent les outils, les enfants rient encore, quelque part près du puits. Louise chante faux, Jeanne râle, Madeleine rit. Et moi, je me tais. Pas par lassitude, non par gratitude. Je tourne la dernière page du carnet. Il est plein. Plein de mots, de listes, de souvenirs, de preuves, de promesses tenues. Je prends mon stylo, j'écris lentement. On ne renaît pas en quittant les autres, mais en cessant d'attendre leur permission pour vivre. Je relis la phrase. Elle dit tout. Elle résume ces années de silence, de lutte, de solitude et de renaissance. Je ne suis pas partie pour fuir, je suis partie pour exister, pour choisir ma vie sans attendre qu'on me l'accorde. Le soleil descend derrière le mur du couvent. La glycine ondule sous la brise, pleine de fleurs violettes. Je pense à André. Je lui parle dans ma tête, comme toujours. Tu vois, mon amour, j'ai tenu la promesse. Je vis encore ici, mais autrement. Et j'entends sa voix, douce, lointaine. Je savais que tu y arriverais. Je ferme les yeux. Des images me reviennent. La maison d'autrefois, la clé qu'on m'a prise, la procuration blanche, les mots cruels, la colère de Sophie, le vide après. Tout cela semble désormais si loin, comme un rêve d'hiver qu'on regarde fondre. Je ne ressens plus de rancune, seulement une tendresse fatiguée, celle qu'on réserve à ce qu'on a compris. Je sais qu'un jour, Sophie viendra. Peut être pas demain, ni dans un an, mais elle viendra. Elle marchera entre les allées de lavande, elle verra le banc, la glycine, le puits. Elle comprendra que je n'ai rien voulu lui prendre, seulement me rendre à moi-même. Alors être qu'elle s'assiera ici, à ma place, et qu'elle lira cette phrase écrite sur la dernière page. Et être qu'elle sourira, à son tour. Le rire des femmes éclate derrière moi. Je les entends s'appeler, se taquiner. Elles sont belles, mes compagnes de vie. Chacune porte ses années comme une médaille invisible. Chacune a transformé ses blessures en fleurs. C'est cela, la victoire. Pas de bruit, pas de triomphe, juste la persistance tranquille du vivant. Je pose le stylo, referme doucement le carnet. La couverture a pris la patine du temps, la couleur du soleil. Je le glisse dans ma sacoche, à côté du dessin d'Élise. Et je reste là, immobile, à regarder la lumière s'éteindre sur les collines. Le vent s'élève, soulève une page restée ouverte. Elle claque doucement, comme une respiration. Je lève les yeux vers le ciel, il prend cette teinte bleu pâle que j'aimais déjà quand j'étais jeune. Un vol d'hirondelles passe, rapide, joyeux. Et je souris. Je souris à tout, à la terre, au rire, aux absences, à ce silence qui n'est plus une punition mais une paix. Un silence qui écoute, qui protège, qui dit tout sans un mot. Un silence juste. Je me redresse, inspire profondément. Les voix s'éloignent, les pas des enfants résonnent dans l'allée. La nuit descend lentement, enveloppant le jardin comme un manteau de velours. Et moi, dans cette lumière qui s'éteint, je murmure pour moi-même, pour André, pour toutes les femmes d'ici et d'ailleurs. Le silence peut aussi être une forme de justice.